Pour commencer, nous allons accueillir notre premier conférencier. Il est professeur titulaire en sciences de l'information à l'Université de Montréal, où il est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante et vice-recteur associé planification et communication stratégique. Il est directeur scientifique de la plateforme de diffusion de revues savantes Érudit, directeur scientifique adjoint de l'Observatoire des sciences et des technologies de l'UQAM et membre régulier du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Il a aussi été, bien accessoirement, mon directeur de maîtrise. Il s'agit de Vincent Larivière, qui a accepté d'ouvrir ce colloque par une présentation sur les enjeux associés à la science ouverte et l'ouverture des données. Sa présentation s'intitule « Le partage des données à l'ère COVID ». Vincent, la parole est à toi. Écoutez, merci beaucoup de l'invitation. Merci pour le mot d'ouverture d'Étienne et la petite introduction de Mathieu. Je suis assez content d'être ici. En fait, j'aimerais bien mieux être chez vous qu'être chez nous, mais bon, vous comprenez l'idée. Bon, aujourd'hui, je veux parler de partage de données, mais on va faire quand même un petit détour par la science ouverte globalement, parce qu'il faut voir en fait l'ouverture des données comme faisant partie d'un tout, un tout qui est quand même assez hétérogène, qui est souvent sous le parapluie de la science ouverte. Et pour comprendre ce qui peut fonctionner en termes de pratique de sciences ouvertes, il faut aussi comprendre ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne pas dans les autres pratiques associées à la science ouverte. Donc, je vais commencer par une petite introduction sur l'ère numérique et ce que ça permet en termes d'ouverture à la science. Je vais parler aussi des incitatifs parce que, bon, je regardais votre programme hier, puis bon, on va parler des dimensions technologiques, des dimensions éthiques, mais il y a un élément qui je pense, est implicite, mais qui est crucial de rendre explicite, c'est la dimension sociologique des données ouvertes. Donc, quelles sont on pourrait dire, les barrières sociologiques dans le système de la science au fait que les chercheurs et les chercheuses ouvrent leurs données. Donc, on va faire un petit détour ensuite par le libre accès aux articles et les évaluations ouvertes. Ensuite, on va parler de l'ouverture des données, des enjeux spécifiques. Je vais présenter quelques résultats d'études empiriques qui ne proviennent pas de moi, mais qui sont extrêmement intéressantes. Ensuite, quelques éléments sur les effets de la pandémie sur les pratiques et on va conclure en gros sur où on devrait aller. J'espère qu'on aura aussi peut-être un peu de temps pour les questions. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'historiquement, la science, ce n'est pas une activité ouverte. C'est une activité fermée. Donc, au départ, il y a des barrières à l'entrée, c'est-à-dire que la science, ça demeure une activité historiquement qui est réservée à une élite académique, où, bon, à partir du milieu du début du 19e siècle, on a cristallisé le rôle du doctorat comme étant le diplôme d'entrée. Les choses sont un peu en train de changer dans la mesure où il y a un peu plus de sciences citoyennes, mais il faut voir qu'il y a une question d'expertise qui demeure réelle. Évidemment, historiquement, on parlait d'hommes de science, donc c'était une activité qui était, même dans certains cas, exclusivement réservée aux hommes dans certains programmes. Évidemment, encore là, les choses sont en train de changer. On est dans un système de la science qui tend vers une certaine diversification, même si on n'en est pas là encore. Évidemment, il y a des barrières d'accès à la littérature. À l'ère papier, c'était disponible aux universités et aux chercheurs, chercheuses qui avaient des abonnements. Les évaluations par les pairs, c'est quelque chose qui, encore là, historiquement, est fermé, n'est pas disponible à tout le monde. On est dans un système où on a un peu mis le double aveugle, donc c'est-à-dire qu'à la fois les auteurs et les évaluateurs qui sont invisibles l'un à l'autre comme étant le système le plus juste. Et évidemment, dans tout ça, l'accès a historiquement été fermé en termes de données. Qui avait accès aux données compilées? C'est essentiellement les équipes qui les produisent. Il y a quelques disciplines où on a quand même eu un partage de données historique, mais c'était souvent dans celles où il y avait un seul endroit où on pouvait les compiler. Donc, par exemple, les accélérateurs de particules, les télescopes, où on avait des pratiques de partage de données un peu plus importantes. Évidemment, le numérique peut être un catalyseur de changement de pratique. Donc, le fait que l'on passe de l'ère papier à l'ère numérique, que l'on ait maintenant des supports qui nous permettent, que ce soit le partage d'articles ou le partage de données, vient changer un peu tout ça. Donc, évidemment, tout ça émerge il n'y a pas si longtemps. Donc, on n'est pas on n'a pas une profondeur historique qui est immense. Donc, tout ça émerge au début des années 90. Au milieu des années 90, bon, les gens commencent à avoir des connexions Internet, on informatise les universités. Évidemment, les caractéristiques de l'information savante numérique rendent beaucoup plus de pratiques ouvertes possibles. Donc, évidemment, c'est plus facile de créer de l'information, c'est plus facile de la mettre à jour, plus facile de la
réutilisés, plus facile d'y accéder théoriquement, plus facile à transmettre. Évidemment, ça nécessite moins d'espace physique. Et évidemment, ça amène, et bon, je vois qu'il y a quand même un certain nombre de bibliothécaires autour de mon écran, donc ça ramène quand même une certaine reconfiguration du rôle de la bibliothèque dans l'écosystème universitaire et plus spécifiquement dans l'écosystème de la recherche, qui est illustré entre autres par le fait que, bon, qui est au cœur des pratiques de gestion de données et de partage des données dans le monde? Bien, c'est essentiellement les bibliothécaires. Bon, là, il faut parler un peu des incitatifs. Il faut parler un peu de ce qui anime la communauté scientifique, de ce qui anime les chercheurs et les chercheuses. Ce qu'on a vu au cours des 25 dernières années, c'est que publier est de plus en plus important. Historiquement, on publiait quand on découvrait quelque chose. On publiait, donc on ne publiait pas pendant qu'on cherchait. Donc, il y avait vraiment, on attendait peut-être davantage d'avoir une histoire complète associée à une découverte. Aujourd'hui, les chercheurs, les chercheuses n'ont pas le choix de publier pour montrer qu'ils existent. Ils n'ont pas le choix de publier parce que si on ne publie pas, c'est comme si on avait arrêté de faire de la recherche. Donc, ce que j'écris ici, c'est que c'est le passage un peu d'un indicateur de découverte à un indicateur d'activité, ce qui rend la compétition pour la publication de plus en plus importante. Et là, on peut contraster ça avec l'exemple de Peter Higgs, que vous connaissez peut-être, qui a gagné le Nobel en 2005, si ma mémoire est bonne, pour disons, la découverte théorique du boson de Higgs. Mais Higgs il a arrêté de publier en 1979 parce qu'il considérait qu'il n'y avait plus rien à dire. Donc, il participait à des séminaires, il se promenait sur le campus dans son université en Écosse, tranquillou, mais il ne publiait plus parce qu'il considérait qu'il n'y avait plus de contribution à faire. Ce qui nous rappelle qu'on ne gagne pas le prix Nobel par son nombre d'articles, on ne guérit pas la COVID par son nombre d'articles. Donc, le contexte de tout ça, c'est qu'une croissance des évaluations quantitatives de la recherche. Donc, publier, c'est important. Dans certains pays, on a pratiquement évacué entièrement l'évaluation par les pairs. Donc, les critères de promotion, les critères d'octroi de financement sont à peu près exclusivement basés sur les volumes de publications qui sont écrits. On octroie également des primes directes aux chercheurs basées sur les facteurs d'impact des revues. Donc, par exemple, vous publiez dans une revue qui a un facteur d'impact de 3, ça vous donne 3 000 $ de primes. Dans Science et Nature, au sein de certaines universités chinoises, on parle de pratiquement 200 000 $ canadiens de primes en plus de votre salaire pour avoir publié ces articles-là. Évidemment, ce qui explique tout ça, c'est que les mesures bibliométriques sont utilisées dans les classements d'université. On va revenir sur la question des classements un peu plus tard parce que ça fait partie des solutions potentielles. Si on change la façon dont on classe les universités, donc par exemple par leur quantité de données ouvertes, les incitatifs changent et les comportements changent. Donc, c'est un peu pour ça que je vous présente ce qui a fonctionné, ce qui a changé les comportements pour qu'on réfléchisse collectivement à ce qui pourrait être fait pour changer les comportements et on pourrait dire d'une façon un peu plus progressiste que ce que l'on a. Donc, essentiellement, les chercheurs, les chercheuses réagissent aux incitatifs. Il faut jouer là-dessus pour faire en sorte que la communauté scientifique change son comportement d'une façon qu'on considérait comme étant avantageuse collectivement et non pas juste individuellement. Donc, le premier élément de la science ouverte que je vais mentionner brièvement, notre premier détour, c'est la question de la diffusion ouverte des articles. Et là, on se ramène, plus de 25 ans en arrière. Quand l'Internet arrive, le magazine Forbes écrit un long article qui fait quasiment une dizaine de pages qui nous dit qu'Elsevier va mourir. Elsevier va être la première victime de l'Internet. Donc, on prend ici le fait qu'une nouvelle technologie qui permet le partage d'articles et on se dit, on n'aura plus besoin de revues savantes qui coûtent cher. L'Internet a été créé par la communauté scientifique pour permettre le partage de leur documentation. Ben, c'est terminé. La technologie va faire en sorte qu'on va tuer ce dinosaure-là du monde de l'édition. Évidemment, vous le savez, c'est pas ça qui s'est passé. Elsevier prend de plus en plus de place, mais également l'ensemble des éditeurs commerciaux. Donc, le fait qu'on ait une technologie qui nous permette de faire de changer si vous voulez, de mode de diffusion n'a pas été suffisant. En fait, ça a été l'inverse. Ce que vous voyez ici, c'est la proportion d'articles publiés par les grands éditeurs. En 2019, on est dans une situation où c'est encore plus concentré. On a 3 éditeurs commerciaux qui contrôlent la moitié du marché de l'édition savante en sciences. Donc, essentiellement,
Elsevier, Springer Nature et puis Wiley Blackwell qui contrôlent la moitié des articles publiés. En sciences sociales humaines, c'est un peu plus diversifié, mais on a encore 5 éditeurs commerciaux qui contrôlent la moitié du marché. Évidemment, une des solutions à ce contrôle-là, c'est le libre accès. Bon, là, je passe rapidement sur la marge de profit que vous connaissez tous et toutes. Là. Le libre accès existe. Donc, il y a une proportion quand même assez importante. Donc, ce que vous avez ici, c'est la proportion de libre accès dans disons, certaines universités canadiennes. On voit qu'on n'en est pas là. Donc, autrement dit, la communauté, puis ça fait quand même longtemps là, que le mouvement vers le libre accès aux articles existe. Ça fait longtemps que la communauté scientifique elle est au courant que c'est une option. Malgré tout, dans à peu près toutes les universités canadiennes, sauf l'Hospital for Sick Children, qui est associé à l'Université de Toronto, on a moins d'un article sur 2 qui est en libre accès. Donc, ça nous donne le comportement, on pourrait dire, naturel de la communauté scientifique. Et en plus, dans le cas du libre accès, ce qu'il faut voir, c'est que le coût en temps nécessaire pour déposer son article dans le dépôt institutionnel est pas mal plus bas que celui pour partager ses données. Et contrairement au partage des données, on va le voir tantôt, pour lequel il y a peut-être des conséquences négatives perçues à tout le moins par la communauté scientifique. Dans le cas du libre accès aux articles, comme disent les Français, c'est tout bénéfice. Hein, parce que si votre article est en libre accès, bien, il est davantage disponible et il va être davantage cité. Donc, pour le chercheur, il n'y a à peu près que des avantages. Et pour la communauté scientifique aussi, il y a des avantages. Dans le cas des données de recherche, c'est un peu plus, disons, contrasté ici. Donc, le fait que ce soit la bonne chose individuellement et la bonne chose collectivement n'est pas suffisant pour que la communauté scientifique diffuse ses articles en libre accès. Et donc, qu'ont fait certains organismes subventionnaires? On a mis en place des mandats de libre accès, donc des obligations. Je sais qu'on va avoir quelqu'un du CRSNG tantôt qui va nous parler des mandats fédéraux. Ça a été fait au Canada, ça a été fait à l'échelle de certaines institutions et de certains organismes subventionnaires. Donc, à un moment-là, c'est quoi? En gros, c'est une obligation pour un chercheur de déposer son article en libre accès. Et là, on a 2 types de mandats. On a des mandats d'institutions qui sont la plupart du temps moins contraignants, et on a des mandats d'organismes subventionnaires où là, c'est davantage contraignant. Il y a un exemple qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, c'est celui de l'Université de Liège en Belgique, où on est vraiment allé lier le dépôt en libre accès à un incitatif qui est l'évaluation des profs, l'évaluation de la communauté scientifique. Donc, le mandat de Liège tient en une phrase, c'est « À des fins d'évaluation, ne seront considérés que les articles qui sont déposés dans le dépôt institutionnel. » Donc, moi, à l'Université de Montréal, à chaque année, je dois envoyer mon CV au décanat pour montrer une trace de ce que j'ai fait dans l'année. À Liège, les membres de la communauté scientifique n'ont pas à faire ça. Ils n'ont qu'à déposer leurs articles en libre accès et s'ils ont à être évalués, bien, ça va être à partir de ce qui est dans le dépôt institutionnel. Donc, on a vraiment arrimé évaluation et libre accès, ce qui fait en sorte que le taux de dépôt il est extrêmement élevé au sein de cette institution. En parallèle avec les évaluations et les mandats institutionnels, on a les mandats des organismes subventionnaires qui, eux, sont des conditions contractuelles et théoriquement sont beaucoup plus contraignants. Donc, ça fait partie en bon français, du package que les institutions ont à respecter avec les contraintes éthiques, l'usage des fonds. Il faut aussi que les articles soient disponibles en libre accès. Dans la plupart des pays, on a mis en place un embargo d'1 an, c'est-à-dire que l'article doit être ouvert, doit être disponible 1 an suite à sa publication. Ce qui est assez intéressant, par contre, et on pourrait dire assez déprimant, particulièrement dans le cas canadien, c'est que nos mandats, qui existent depuis quand même pas mal longtemps au Canada, n'ont pas un effet super important. Donc, d'avoir un mandat de libre accès, ce n'est pas suffisant pour que les chercheurs et les chercheuses déposent. Et là, on va contraster le mandat américain avec le mandat canadien pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour essayer de voir ce qui pourrait fonctionner dans le cas de l'accès aux données. Donc, aux États-Unis, les National Institutes of Health, qui est l'organisme qui finance la recherche en santé, à plus de 90%, les travaux qu'il finance sont en libre accès. Dans son équivalent canadien, que sont les IRSC, on est à un maximum de 60%. Et c'est pire au CRSNG et au CRSH, on est à peu près à 20-30% de la recherche financée, donc qui devrait être en libre accès,
qui se trouvent à être en libre accès. Pourquoi ça ne fonctionne pas bien au Canada? Le premier élément, c'est qu'il n'y a pas de monitoring. Et donc là, c'est l'aspect un peu plus bâton que carotte, mais essentiellement, au National Institutes of Health, si votre article n'est pas en libre accès, que vous n'êtes pas capable de montrer qu'il est en libre accès, vous ne pouvez pas le mettre dans votre rapport annuel. Donc, vous ne pouvez pas considérer ça comme un résultat de votre financement. Ah, Daphné, tu n'es pas sur mute. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Il n'y a pas de monitoring. Et si vos articles ne sont pas déposés en libre accès au NIH, votre subvention peut être coupée de 10 et vous ne serez pas capable de demander une subvention supplémentaire. Donc, c'est un incitatif quand même assez fort dans la mesure où ces équipes de chercheurs-là ont besoin de financement, ils ont besoin de financement continu, etc. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est qu'on a créé une infrastructure dédiée à l'échelle nationale qui s'appelle PubMed Central et c'est l'endroit où les chercheurs doivent déposer leur article en libre accès. Donc, on n'a pas dit déposer où vous voulez, on a dit c'est à cet endroit-là que la recherche financée doit se retrouver. Donc, on est allé centraliser, ce qui a pour effet de rendre les choses très claires pour la communauté scientifique, mais aussi, par ailleurs, permet de fédérer, en fait, le patrimoine scientifique de ce domaine-là. Et le troisième élément qui est un peu plus technique, mais qui est néanmoins, à mon avis, super important, c'est la question de l'embargo. Donc, vous avez, je les ai ici, donc, c'est la question de l'embargo. Donc, au NIH, il y a un embargo sur l'accès, mais il n'y a pas d'embargo sur le dépôt. Donc, dès que votre article il est publié, vous devez le déposer dans PubMed Central, donc dans l'archive. Et c'est PubMed Central qui va s'occuper de l'ouvrir, de le rendre disponible après 1 an. Donc, autrement dit, on ne vous donne pas 1 an pour faire quelque chose. On vous dit, vous le faites tout de suite, puis on va s'occuper d'ouvrir. Je vous connais dans certains cas. Si je vous donne 1 an pour faire quelque chose, vous ne le ferez jamais. Alors que si je vous dis, vous devez le faire maintenant, bien, vous allez le faire. Donc, autrement dit, il faut connaître un peu les comportements des gens et leur donner, si vous voulez, leur donner des règles claires, des indications claires et leur demander de déposer maintenant. Donc, autrement dit, les 3 facteurs qui favorisent l'adoption, une infrastructure, pas d'embargo, donc vous déposez vos articles tout de suite. Et l'autre élément qui est assez important, c'est la question de la culture disciplinaire. On va revenir tantôt. Il y a des disciplines où on a effectivement favorisé le libre accès collectivement, à laquelle on peut dire que c'est quelque chose à quoi on a donné de la valeur. Ce qu'il faut voir, c'est que la valeur qu'une communauté scientifique va donner à quelque chose, c'est un construit social. Il y a certaines disciplines qui vont avoir donné de la valeur à l'ouverture. C'est le cas, entre autres, dans le cas des données, à tous les champs associés à la biologie. On va revenir tantôt. Rapidement, les évaluations ouvertes, qui est un peu le deuxième pilier de notre science ouverte. Depuis 25 ans, on voit qu'il y a des effets pervers à l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs, elle n'est pas toujours objective. L'évaluation par les pairs, elle ne permet pas d'arrêter les fraudes. C'est quelque chose de problématique. Et là, il y avait une petite expérimentation qui avait été faite par des collègues britanniques où on envoie un article de 600 mots qui contenait 8 erreurs à 300 évaluateurs pour voir si, effectivement, on allait trouver les erreurs. Évidemment, c'était des erreurs vraiment basiques. C'est des erreurs qu'un étudiant de premier cycle dans ces programmes-là aurait dû trouver. En gros, il n'y a aucun évaluateur qui a trouvé plus de 5 erreurs. Le nombre médian d'erreurs trouvées, c'était 2, puis il y a 20 des évaluateurs qui ont dit « c'est tout beau, vous publiez ça ». Et là, la citation qui tue ici, c'est en gros, si l'évaluation par les pairs, c'est un médicament, ça ne serait jamais sur le marché parce qu'on a beaucoup de preuves de ses effets négatifs et on n'a pas beaucoup de preuves de son efficacité. Une des solutions potentielles à ça, c'est évidemment l'évaluation par les pairs ouverte. Et là, il faut distinguer 2 formes. La question de l'anonymité des auteurs et des évaluateurs et la question du contenu. Et les forces et les faiblesses de ces 2 éléments-là sont quand même assez différents. Donc, la question de l'anonymité, en fait, elle est controversée dans la mesure où il faut être conscient des rapports de force. Donc, si, par exemple, un jeune chercheur, plutôt donc junior, a à évaluer un manuscrit qui est écrit par un chercheur senior avec lequel il y a un certain rapport de force,
bien, probablement que le jeune chercheur ne sera pas en mesure d'être très, très, très critique par rapport au contenu. Et donc, l'avantage de l'ouverture de la non-anonymité, il n'est pas tout à fait clair pour la communauté scientifique. Le deuxième élément qui, lui, est beaucoup plus bénéfique potentiellement, c'est la question du contenu des évaluations. Donc, les évaluations demeurent anonymes, mais on publie en parallèle avec le manuscrit les évaluations qui ont été faites par les quelques chercheurs qui les ont évalués. On remarque par contre qu'il y a une certaine difficulté à trouver des évaluateurs. Donc, historiquement, ça prenait, pour un éditeur, il fallait envoyer 4 invitations pour avoir 2 évaluateurs. Aujourd'hui, il faut maintenant envoyer 8 évaluations pour qu'il y ait 2 personnes qui acceptent. Donc, c'est de plus en plus difficile de trouver des évaluateurs, même dans un système d'évaluation fermé. Dans un système ouvert, c'est encore pire. Parce que, bon, les gens qui font les évaluations, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté scientifique, se disent si c'est ouvert, ça va me prendre plus de temps, je vais devoir me relire davantage. Alors, vous pouvez dire que les gens sont paresseux et tout ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la sollicitation en termes d'évaluation par les pairs en ce moment, elle est immense dans la communauté scientifique. Personnellement, j'en reçois à peu près 1 par jour. Et évidemment, j'en accepte une minorité, mais je pourrais seulement faire des évaluations à longueur de semaine. Ce serait mon seul travail en tant que... Et globalement, les évaluations ouvertes sont adoptées par peu de revues. Donc, vous avez ici, regardez seulement la courbe en bleu, là, qui est pour toutes les disciplines confondues. Il y a à peine 600 revues qui ont une évaluation ouverte. Et par évaluation ouverte, en fait, c'est la combinaison des 2 familles d'évaluation ouverte que j'ai mentionnées. Donc, c'est à la fois non anonyme et contenu ouvert. Donc, il y a 600 revues sur, en gros, là, à l'échelle mondiale, il y a 100 000 revues. J'ai l'impression qu'ici, on a probablement regardé les 30 000 revues les plus importantes. Là, donc, on voit que ça fait un pourcentage qui est assez faible. Et évidemment, il y a la question de la, on pourrait dire, superficialité des évaluations ouvertes. Petite analyse qui avait été faite qui donne une comparaison entre les revues médicales qui ont des évaluations fermées versus F1000, qui est une plateforme d'évaluation ouverte. Qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit qu'en gros, les évaluations ouvertes sont plus courtes et sont très, très, très majoritairement positives, compte tenu que, bon, on ne veut pas trop se faire d'ennemis dans la communauté. Donc, l'évaluation ouverte, il y a des avantages et des inconvénients. Chose certaine, on n'en est pas là. Ce qui m'amène aux données ouvertes. Donc, vous savez ce que c'est. On parle de l'accès en ligne aux données qui sont tirées des articles. Et donc, historiquement, c'est des données qui ne sont pas partagées par la communauté scientifique. C'est des données qui sont dans les domaines scientifiques, historiquement, on va dire, archivées sur un ordinateur. On est d'accord que c'est malheureusement souvent perdu. Et c'est pour ça que les données ouvertes font partie un peu d'une composante de la gestion des données, où on pourrait dire d'une gestion appropriée des données. Et là, on nous donne souvent une série d'avantages collectifs des données ouvertes, pour lesquels, je crois, il y a un consensus assez fort dans la communauté scientifique. Donc, ça permettrait une plus grande reproductibilité. Donc, on a certains domaines comme la psychologie où on a réellement des problèmes à reproduire des expériences qui sont au cœur de la discipline, des expériences qu'on considère comme étant des fondements, en fait, des connaissances. Et là, on réalise qu'on n'est pas capable de les reproduire. Donc, d'avoir accès aux données sources permettrait potentiellement une plus grande reproductibilité. Ça permettrait des avancées scientifiques plus rapides. Ça permettrait aussi une meilleure validation de ces données-là. Donc, d'y avoir accès permettrait de les contre-vérifier. Tout ça est cohérent avec les normes mertoniennes de communalisme et de désintéressement. C'est quoi les normes mertoniennes? En gros, ça vient de Robert Merton, qui est un sociologue américain qui a fait plein de choses, qui a été un théoricien de la science, qui a aussi inventé le concept de focus group pour obtenir des informations sur des domaines spécifiques. Bref, ce que ça nous dit, la norme de communalisme, c'est que la science est un bien public. Donc, le contenu de la science, que ce soit les articles ou que ce soit les données sous-jacentes, ça appartient à personne. Ça ne devrait pas très certainement appartenir exclusivement aux chercheurs ou à l'équipe qui les a compilés. La norme de désintéressement, ça nous dit que l'intérêt scientifique devrait primer sur l'intérêt personnel des chercheurs. Ces normes-là ont été, en gros, établies dans les années 40, ont été surtout popularisées dans les années 70, et à peu près tous les travaux de sociologie des sciences des 50 dernières années ont montré que ce n'était pas vrai.
on montrait que les chercheurs, leur intérêt personnel avait beaucoup d'importance, et puis que la science, malheureusement, elle est privatisée à plein de points de vue dans la communauté scientifique. Et là, je vous amène quelques chiffres que j'ai trouvés très intéressants d'une étude parue dans PLOS ONE il n'y a pas trop longtemps, où on a une grosse enquête qui demande à chercheurs de plein de domaines, partagez-vous vos données, puis qu'est-ce qui ferait en sorte que vous le feriez si vous ne le faites pas? Et là, bon, je trouve ça assez formidable parce que les contradictions qu'il y a dans l'étude sont exceptionnelles. Donc, je partage mes données avec les autres. Bon, on peut dire 32 puis agree somewhat. Fait que si on combine les deux, là, c'est la très grande majorité des gens qui disent qu'ils partagent leurs données. Par contre, quand on leur demande, les autres peuvent accéder à vos données facilement, on a plus de la moitié moins de gens qui disent que c'est vrai. Donc, ça soulève la question, et donc, vous partagez comment ces données-là? Donc, ce qui est implicite dans tout ça, c'est que si quelqu'un leur écrit, potentiellement, les gens vont partager leurs données, mais que les données ne sont pas disponibles gratuitement, facilement sur différentes plateformes. Donc, il y a une contradiction ici où les gens semblent dire, oui, moi, je partage mes données, mais dans les faits, ils ne prennent aucune action pour faire en sorte que ce soit fait ou que ce soit à tout le moins facile. Pourquoi ils ne le font pas? Pas le temps. Évidemment, la question de pas le temps, c'est toujours la question de prendre le temps. Et on prend le temps pour faire quoi? Bien, pour faire des choses qui sont importantes. Et donc, les membres de la communauté scientifique trouveraient le temps de le faire si c'était considéré comme étant une tâche qui était importante. Et on voit ce qui est super intéressant ici, c'est que, puis vous vous en doutez, je pense tout le monde, ce n'est pas les enjeux technologiques le problème. Là, on ne parle pas de lack of standards, c'est une minorité, no place to put data, c'est une minorité. Tout le monde est conscient que la technologie, elle est là. C'est vraiment la question du temps qui, implicitement, nous ramène à la question de la valeur. Je n'accorde pas de valeur à cette chose-là et en conséquence, je ne prends pas le temps de le faire. Et ça, je trouve ça génial parce que, bon, c'est génial, on s'entend, c'est déprimant, mais ça nous permet de pointer l'élément sur lequel on doit collectivement travailler. On doit accorder de la valeur à l'ouverture aux données. Quelques autres résultats tout aussi croustillants. J'utiliserai les données des autres chercheurs si celles-ci étaient disponibles. Je serais partant à placer au moins certaines de mes données dans un répertoire sans restriction à 41 Et là, quand on dit je serais prêt à placer toutes mes données sans restriction, là, on est à 15 là. Donc, on a vraiment une minorité de gens qui seraient d'accord à partager l'ensemble de leurs données. Donc, on voit là qu'il y a une réticence ici. Oui, je pourrais en partager certaines, mais non, je ne peux pas tout partager sans restriction. Je suis pas prêt à ça. Et on comprend ce qui est implicite dans tout ça. Hein? Les données sont la base de la rédaction d'articles, ce qui nous ramène à ce que j'ai mentionné un peu plus tôt sur l'importance de la publication dans le système. La communauté scientifique n'est pas prête à partager l'ensemble de ces données dès qu'il y a un article qui est écrit, parce qu'on veut se servir de ce jeu de données-là à nouveau et continuer à avoir le monopole sur celui-ci afin de publier davantage d'articles. Donc, l'autre élément ici, c'est toujours la question de l'évaluation bibliométrique. Différence disciplinaire que je trouve absolument géniale, et on voit que, bon, dans mes domaines à moi, les sciences sociales, bon, c'est très, très faible. Et on voit par contre qu'il y a des domaines où les choses vont beaucoup mieux. Les sciences de l'environnement, les sciences de l'atmosphère, la biologie, puis bon, je pense que certains d'entre vous sont conscients là, de ces différences-là. Là. Donc, on a des domaines, des sciences naturelles et des sciences biologiques où ces pratiques-là font déjà partie. Le domaine de la médecine se comporte à peu près comme les sciences sociales et humaines dans la mesure où on partage à peu près pas. Les pourcentages en médecine, en fait, sont très, très faibles, là, à même pas 15 quand on combine agree strongly et agree somewhat. Maintenant, pendant la pandémie, on peut penser que les choses se sont améliorées. Donc, la communauté scientifique a davantage partagé ses données et partagé son code. On a fait l'analyse avec un de mes postdocs de l'ensemble des prépublications qui étaient déposées sur bioRxiv. Et donc, ça, c'est les gens qui déposent des prépublications, donc qui ont des pratiques, on pourrait dire, progressistes de diffusion des connaissances.
Et on voit que la catégorie la plus fréquente, c'était conditional availability. C'est donc dire, vous me contactez et puis je vais juger si effectivement je partage mes données avec vous. Et ce, même en contexte de pandémie. Donc, sur les données ouvertes, autre considération importante, c'est la diversité des types de données. Et là, ça permet de faire un contraste avec le libre accès aux articles. Le libre accès aux articles, l'article il est analogue en histoire, en physique, en médecine. Tout ça est publié dans des revues. Le format de document est similaire, même si le contenu est différent. Puis bon, il y en a qui ont plus de figures, etc. On comprend qu'on a quelque chose de pas mal plus homogène versus les données qui existent entre les différents domaines. On a des données textuelles qualitatives en sciences sociales. On a des données d'accélérateurs de particules qui sont essentiellement des chiffres. On a des données sensibles dans le domaine médical. Donc, on a vraiment une beaucoup plus grande difficulté d'arriver avec une politique de gestion des données et d'ouverture aux données qui est unifiée entre les domaines parce qu'il y a différents niveaux de sensibilité. Ce qui nous amène aux enjeux éthiques, hein, c'est les biologistes sont géniaux de partager leurs données, mais ce qu'il faut voir, c'est que le niveau de sensibilité de données sur un écosystème est pas mal plus faible que les données médicales d'une série d'individus ou les données d'enquête sur les pratiques, disons, d'usage de drogue chez les adolescents. Là. Donc, le niveau de danger, si vous voulez, ou de précautions qu'il faut prendre dans le partage de certaines données varie beaucoup entre les domaines. Puis ça nous ramène à une pratique qui était quand même assez commune à une certaine époque dans les domaines des sciences sociales et humaines, où lorsqu'on faisait un questionnaire, on devait détruire après un certain temps les questionnaires qui avaient été colligés. Donc, autrement dit, on est dans le monde extrême où il fallait plutôt détruire nos données plutôt que les partager. Mathieu, je suis presque prêt à conclure. Il va te rester 2 minutes avant la période de questions. Parfait, j'y arrive. Donc, évidemment, il y a beaucoup moins d'incitatifs à partager ces données et la difficulté, c'est que ce n'est pas toujours compatible avec l'environnement compétitif si on ne lui donne pas de valeur. Si on donne de la valeur à tout ça, ça change, mais si on ne donne pas de valeur au partage des données, il n'y a pas d'intérêt. Évidemment, il y a des domaines où il y a des obligations comme les essais cliniques, mais c'est un sous-ensemble, si vous voulez, de l'ensemble des données. Et donc, une des options qui est discutée dans la littérature, c'est la question des citations aux données. Donc, autrement dit, que quand vous déposez vos données, il va y avoir un DOI qui va y être assigné et que donc, vous allez recevoir une citation, tout comme si c'était un article, en fonction des données qui ont été utilisées. Et là, on voit en fait cette figure-là est très, très révélatrice. Est-ce qu'avoir une citation de données vous motiverait à rendre vos données disponibles aux autres? Puis on voit en gros que, bon, il y a une croissance ici, et particulièrement pour les chercheurs qui sont plus jeunes. Rapidement là-dessus, non, je passe celle-là, ce qui m'amène aux effets de la pandémie, puis je conclue. Donc, la pandémie a ouvert davantage les articles, n'a pas ouvert énormément davantage les données. Il y a eu quelques initiatives. Le Wellcome Trust a dit qu'il faut ouvrir les données, mais il n'y a pas eu de suivi qui a été fait et on n'a pas énormément encore là donné de valeur à tout ça. Et donc, voilà. Et je conclus, j'ai 2 petits transparents, Mathieu, ça ne sera pas trop long. Les sciences ouvertes, c'est des pratiques hétérogènes. Il ne faut jamais dire la science ouverte. Il n'y a pas une science ouverte, il y a plusieurs aspects à tout ça, donc on est mieux de dire les sciences ouvertes. Et dans ces pratiques hétérogènes-là, il y en a qui sont clairement bénéfiques à la science, le libre accès, l'ouverture aux données, c'est bénéfique collectivement. Par contre, le bénéfice individuel prime souvent sur le bénéfice collectif, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de faire en sorte que les chercheurs partagent leurs données que de les convaincre de partager leurs articles, parce qu'on peut toujours les convaincre de partager leurs articles parce qu'on leur dit qu'ils vont être plus cités. Donc, l'aspect ouverture aux données est plus difficile. C'est important d'avoir des infrastructures publiques que ce soit diffusion des connaissances, également de partage de données, parce que ce qu'on remarque, en fait, c'est que dans tout le chapeau sciences ouvertes, il y a quand même une proportion extrêmement importante qui est détenue par des intérêts privés. Donc, il faut s'assurer que les institutions publiques, les universités, se développent leurs propres infrastructures. Puis je conclue en disant que la valeur qu'on accorde à quelque chose, c'est un construit social. Donc, on peut décider collectivement que l'ouverture des données, ça vaut plus que d'avoir publié dans Science ou Nature.
Comment on fait ça? Ben, c'est via les universités, via les organismes subventionnaires, en créant des classements d'universités alternatifs qui sont davantage basés sur des indicateurs de bien commun. Et donc, qu'on quitte un peu le monde des publications et des citations pour dire qu'une université est bonne, mais parler davantage de est-ce que la recherche de l'UQTR, elle est accessible? Est-ce que la recherche de l'UQTR, elle a un impact social? C'est peut-être ce vers quoi il faut aller. Et dans tout ça, ben, c'est les institutions, les organismes subventionnaires, les sociétés savantes qui ont le gros bout du bâton. Les bibliothèques peuvent toujours continuer avec leur bâton de pèlerin, mais ce qu'il faut voir, c'est que soit ça émerge des sociétés savantes, des communautés de chercheurs, ou soit ça émerge, ça descend des évaluateurs. Et c'est comme ça que les choses peuvent changer. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup et au plaisir de prendre certaines questions.